série je fais du feu avec des trucs débiles, je vais te faire du feu avec des chips de maïs. J'espère que je les ai prises par contre parce que j'ai faim. Non, non, c'est à moi ça, tout. Je les goûte pour savoir si ça peut allumer le feu par contre. Tu vois. Ouais, ça va, elles sont assez sèches. Sinon, tiens, avec un morceau de beurre et puis un Kleenex. En fait, un allume-feu, c'est toujours pareil, c'est toujours un support avec un accélérant. Là, pour le coup, les chips de maïs, c'est de la graisse dégueulasse avec du maïs. Le support, c'est le maïs. Puis du beurre avec un Kleenex, mais le support, c'est le Kleenex. L'accélérant, c'est le beurre. Donc là, je déballe la petite motte de beurre. Tac, je coupe un morceau. Je l'emballe dans le Kleenex. Et j'allume. Du coup, le beurre fond. Il imbibe le Kleenex. Et puis petit à petit, ça se met à cramer. Et voilà. Ça fait le même bruit que le steak dans la poêle, tu vois. Puis après, par-dessus, je vais mettre un petit appui là. Et puis j'ai qu'à mettre mes petits bouts de bois pour qu'ils chauffent, puis qu'ils atteignent un petit 900 degrés dont ils ont besoin pour cramer. Le feu, c'est exactement comme un couple. Les bouts de bois, ils brûlent par deux en fait, ils se chauffent l'un l'autre, tu vois. Et puis du coup, s'ils sont assez proches, celui de gauche et celui de droite qui brûle entretiennent la combustion de l'autre. Si tu les mets trop proche, il manque d'air, du coup ça s'étouffe. Puis quand ils sont trop loin, ils ont froid, ça marche pas non plus, tu vois. Faut vraiment trouver la bonne distance. Puis en fait, c'est vachement plus loin que ce qu'on croit. On va pas faire plus gros que ça. Hein. Au Québec, on a un dicton, on dit que les Indiens ils font un petit feu puis ça soit tout près, puis les Blancs ils font un gros feu puis ça soit loin. Je préfère faire des feux d'Indiens, c'est mieux. Ça prend moins de bois, c'est moins dangereux, c'est plus vite éteint. Quand on était petit, nos activités de loisirs, en gros, c'était d'aller faire du feu dehors. Enfin, quand je dis dehors, c'est que on prenait nos vélos, puis au bout du terrain de mes parents, c'était la forêt, quoi. Et puis, donc on prenait le vélo, on partait à pied, ou l'hiver on partait avec des raquettes, et puis on allait faire du feu dans la neige, on allait péter la glace pour essayer de pêcher des poissons, on allait mettre des collets pour choper des écureuils ou des lièvres ou des machins ou des trucs. Et puis ouais, vraiment par osmose, j'ai appris comme ça sur le tas à faire plein de choses sans m'en rendre compte. Des fois les stagiaires me demandent où est-ce que t'as appris à, je sais pas, allumer du feu quoi, ou où est-ce que t'as appris à vider un lapin ou n'importe quoi, et puis en fait j'en sais rien, je me rappelle plus quoi. Comme je me rappelle plus à quel moment j'ai appris à passer le balai ou à faire la vaisselle. C'est un apprentissage qui s'est fait par osmose, ça a été assez naturel, ça s'est fait petit à petit, par essai-erreur, et puis avec de temps en temps un grand qui ça gonflait trop de me voir galérer, et qui me donnait un petit conseil, mais vraiment au micro compte-goutte. Et puis c'était beaucoup plus par la moquerie, par machin, puis après je me rendais compte que j'avais faux, et puis en regardant comment les grands, comment le tonton faisait, j'apprenais quoi. Plus tous mes oncles et tantes qui étaient tous pêcheurs, chasseurs, braconniers, campeurs, randonneurs, ils ont tous baigné dans la nature depuis toujours. Dans la famille de ma mère, ils sont 14. Donc ça me fait 13 oncles et tantes, enfin, plus leurs conjoints, plus mes cousins, ça fait genre 150 cousins, quoi. Et tous ces gens-là, tout le temps, enfin, depuis tout petit, m'ont amené dans les bois, m'ont amené à la chasse, à la pêche,
faire du canoë, faire de la balader, cueillir des trucs, etc. Puis du coup, bah ouais, je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais petit, quoi. Ça a donné vraiment un amour pour aller dehors et puis bricoler, quoi. Nos activités, nos trucs qu'on faisait le plus souvent, c'était des cabanes dans les arbres, mais aussi des abris de fortune. On avait tous des ponchos, des machettes, et puis un briquet, et puis on se baladait, on allait dormir dehors sous le poncho. On se fabriquait des ficelles avec des racines, on se faisait du feu avec ce qu'on avait, et puis on passait la nuit, tu vois, à serrer nos machettes contre nous parce qu'on avait peur qu'il y ait des ours et tout, tu vois, c'était c'était l'aventure, même si c'était de l'aventure à petite échelle, on était à fond, quoi. J'ai grandi concrètement en Gaspésie. C'est un peu la Corse du Québec, c'est-à-dire qu'il y a la mer et puis il y a un peu la montagne à côté. C'est des petites montagnes, mais c'est quand même de la montagne. Le sommet de la Gaspésie, c'est aussi le sommet du Québec, il est à peu près à 1200 mètres. Sauf qu'à 1200 mètres, il y a des neiges éternelles, quoi. Des grandes forêts de sapins, des grandes forêts d'épinettes avec plein de gibier, des rivières d'eau cristalline et tout. J'ai appris concrètement à nager dans de l'eau qui était plus pure que de l'évian quasi, quoi. C'est de l'eau de l'eau de fonte des neiges qui coule et puis qui se jette dans la baie des Chaleurs, là. C'était mon petit paradis, c'est vraiment... quand je pense à chez moi d'ailleurs, je pense à cette rivière-là, quoi. Je pense à la rivière Bonaventure, où j'ai appris à pagayer. Mes mains, elles ont grandi autour d'une pagaie sur la rivière Bonaventure, quoi. Et puis ouais, c'est des grandes forêts... File de là, file. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur ou quoi? Allez, couche-toi. Elle bat, viens là. Couche. Couche-toi. Couché. Tout va bien. Quand elle colle comme ça, c'est des fois quand il y a des sangliers ou des chevreuils ou des trucs, elle vient, parce qu'elle sait pas trop ce que c'est, donc elle flippe un peu, puis elle vient se coller contre moi comme ça. Ou alors elle aboie. Là, elle a choisi l'option silencieuse, ça doit être le micro qui l'a influencé. Bon, je vous donne le mode d'emploi pour le chien tant que vous finissez d'emballer, hein. Si vous lui lancez une fois le bâton, vous êtes foutu. Après, vous êtes son ami pour la vie, et puis pendant tout le week-end, elle va vous jeter le bâton devant les pieds, et puis elle va vous regarder d'un air suppliant comme ça, un peu comme elle est en train de faire avec Alexis. Ne jouez jamais en force avec elle à tirer sur le bâton ou quoi, parce que sinon après, faut lui dire donne. Si vous commencez à tirer dessus, machin, elle croit que vous pouvez jouer avec elle, et puis que vous êtes un chien comme elle, et puis du coup, c'est là qu'elle devient bête. Donc il faut absolument, comme elle est très très dominante, il faut absolument qu'elle soit la dernière de la meute, de toute la meute. Donc à tout moment, si elle commence à jouer, à essayer de prendre une place au sein de notre meute, ben c'est pas bon du tout. Parce qu'elle va essayer de monter en grade jusqu'à à essayer de dominer comme un chien ferait, donc en mordant, en grognant, en faisant des conneries. Donc vous lui donnez jamais à bouffer. Le mieux c'est de l'ignorer tout simplement. Et puis à ce moment-là, ça se passe nickel. Bien. On est bon? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'un gamin de moins de 3 ans, quand il se retrouve perdu dans la nature, tout seul, même en automne, qu'est-ce qui fait que ces gamins-là perdus survivent aussi bien? L'instinct? Exactement. Ils vont sentir là où ils n'ont pas froid. Ils vont pas bouger s'ils n'ont pas froid parce qu'ils sont bien. Ils vont se rouler en boule dans une souche à l'abri du vent, isolés du sol, isolés de la pluie. Et puis ils vont pas bouger parce que d'un coup ils sentent que là je suis bien. Puis dès qu'ils sont bien, comme ils sont stressés par le froid, par tout ça, dès qu'ils sont bien, ils se réchauffent, ils s'endorment, puis ils bougent plus. Puis ils économisent de l'énergie. Assez facilement, ils vont éviter les dangers. Ils vont plutôt... sans trop savoir pourquoi ni comment, se déplacer doucement, trouver une flaque d'eau, boire dedans, etc. Et puis au final, ils s'en sortent souvent mieux que les adultes. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire pareil qu'eux? Le formatage. Ouais. On est entraîné en fait.
On est entraîné à rentrer après la balade. Alors, l'attitude, quand on parle de l'attitude et puis de la niaque en survie, c'est important quand on sait qu'on a un objectif qui est vraiment super important, que si on ne réussit pas, on va mourir. Ben là, ouais, il faut mettre les watts et puis rien lâcher. Okay. Mais si on ne sait pas où aller, ben, il faut juste se poser et puis réfléchir. Okay. On a trop tendance à rester sur le formatage puis sur nos conditionnements en réalité. Notre conditionnement quand on fait une rando, c'est quoi? Un point B. On prépare un itinéraire, on se donne un planning, on se donne un timing. Souvent, on ne prévoit pas de plan B, ou alors si on le prévoit, c'est juste par sécurité. On marche plus, et plus vite et plus fort, pour arriver à un point qui soit réel ou fictif. Okay? Mais on marche. Alors que souvent, la bonne solution, c'est juste de se poser et de rien faire. De réfléchir, de reprendre la carte, de trianguler, de passer au plan B. D'accepter la réalité, d'accepter que là, c'est la merde. C'est un rail mental, en fait. Et on se fait tout savoir comme ça plein de fois. On est tous restés dans des boulots de merde pendant des mois ou des années à cause de ce phénomène-là. On est tous restés avec une conne ou un con pendant des années à cause de ce phénomène-là. On a tous refusé d'aller faire un examen de santé, même si on savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas à cause de ce phénomène-là. Puis plus on est stressé, plus on acquiert cette inertie mentale-là. Si on ne bouge pas sous stress, ça va être dur de se mettre en mouvement. Et si on est sur un rail, qu'on est lancé sur une trajectoire, ça va être dur de s'arrêter ou de changer de direction. Ok? Vous l'avez tous vécu? Enfin, moi, je l'ai vécu plein de fois en tout cas. Puis c'est comme ça que des chasseurs, ou surtout des randonneurs, vont se mettre à marcher en ligne droite, à la boussole, à l'azimut en montagne, barres rocheuses, ravins, rien à foutre, azimut sanglier, et puis ils continuent. Ils font comme si de rien n'était. Ils acceptent juste pas la réalité. Ce qui marche le mieux en survie souvent, c'est d'être plus sensible, plus doux, plus bienveillant avec soi-même. Et puis, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui pensent que la nature, c'est un milieu hyper hostile. Et puis, ils sortent les poubelles, ils ont 14 couteaux, 12 machettes, de l'allume-feu, machin. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'extrême inverse, qui vont, comme j'en ai ramené d'autres fois du Vercors, une famille de Hollandais, ils étaient 5. Les deux gamins avaient des tongs. 50 centilitres de flotte pour 5, puis un appareil photo chacun. Donc à la montée ça allait, quand ils ont commencé à descendre, la gamine elle s'ouvrait les pieds et tout, enfin c'était l'horreur quoi. Donc, pour mettre ça en place, on va déjà commencer par bien mettre dans votre tête que la nature c'est pas un milieu hostile. Et puis pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste vous dispatcher tous, vous isoler autour, où vous voulez. Et puis vous allez rester 30 minutes tout seul à observer ce qu'il y a autour de vous. Vous allez voir que toute la teneur du stage va changer à partir de ce moment-là. Et puis ceux qui l'ont bien fait, vous allez tout de suite sentir une différence. Parce que votre cerveau va se mettre au rythme en fait, dans la tonalité naturelle. Dans la tonalité d'ici. Toi Elba, tu vas rester ici. Elba! Oui, couché. En général, la nature, globalement, n'est jamais hostile. La nature, elle est vraiment pas hostile. Elle nous renvoie un feedback de ce qu'on fait tout le temps. J'ai jamais cherché à prendre des risques pour prendre des risques. Parce que depuis tout petit, je savais que prendre des risques, ça pique, tu vois. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère, enfin mes parents, globalement, m'ont toujours encouragé à prendre des risques, en fait. Enfin, encouragé, j'irai pas jusque-là, mais ils m'ont permis d'en prendre. Très tôt, j'ai pu dormir dehors tout seul. Très tôt, j'ai pu avoir un canif. Puis après, j'ai eu une machette. Et puis après, j'ai eu des vélos, des trucs. J'ai pu me faire mal, en fait. C'est comme ça que, déjà, j'ai appris que des fois, ça faisait mal. J'ai appris à faire attention par moi-même. Mais j'ai aussi appris que c'était possible de pas se faire mal, et puis que c'était possible de faire plein de choses en fait, et sans tout le temps avoir peur, quoi. J'allais à l'école, mais je m'emmerdais à l'école. À l'école, en gros, j'ai appris à perdre mon temps, pour être clair. Donc ouais, j'ai eu la chance d'apprendre sur le tas, de me faire mal, de me couper,
de me faire poursuivre par des ours, de me faire charger par un orignal une fois. C'était même pas à la dure, c'était juste normal, c'était juste une saine exposition au risque où on apprend vraiment, quoi. Le fait de se faire charger par un orignal, c'est parce que j'avais fait le con. C'est parce qu'un de mes oncles l'avait appelé pendant le rut, et puis en gros, il s'est fait passer pour un orignal mâle, quoi. Et puis du coup, on s'est retrouvé à se faire charger parce qu'on avait déconné, mais on trouvait ça drôle au début, quoi, tu vois. En général, la nature, globalement, n'est jamais hostile. C'est pour ça que je passe vite là-dessus, parce que c'est pas d'un grand intérêt. Donc voilà, j'ai fait mon cégep à Gaspé, où là j'ai commencé à être videur en gros pour payer mes études et tout. Et puis après à la fac j'étais inscrit en anthropologie, mais j'allais au cours, mais j'allais surtout aux cours qui m'intéressaient, dans tout ce que je trouvais où en fait j'allais en médecine pour apprendre ce qui m'intéressait. Je faisais des cours de virologie, je faisais des cours de microbio, je faisais des cours de ci, de ça. J'allais en archéologie, je faisais tout ce qui m'intéressait, j'y allais en auditeur libre, et puis je me suis gavé je suis resté super longtemps à la fac, je sais pas combien de temps juste, mais trop longtemps, quoi. Je suis encore en train de payer mes dettes d'études du Québec, maintenant je peux réfléchir sur pourquoi je suis pauvre, tu vois. et puis je peux... ça m'a donné des outils pour comprendre le monde, pour comprendre les gens, pour me comprendre moi-même, pour comprendre ce qui fonctionne, pourquoi le feu par friction ça marche, et puis pourquoi ça marche avec tel type de bois puis pas tel autre, pour comment un feu ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai froid, quand j'ai faim, quand j'ai peur, tout ça, c'est des savoirs théoriques que j'ai acquis à ce moment-là, et puis ça a été complété, tout le savoir pratique que j'avais acquis par osmose dans mon enfance, quoi. Tout ça additionné, ça a fait ça a fini de bétonner mon système, en fait. J'ai commencé à donner des stages en 2003. À l'époque, donc pour situer un peu, je venais de plaquer mon boulot dans lequel je m'étais égaré pendant environ 18 mois en ville. Et puis je m'étais installé dans la Drôme à cette époque. Et puis je voulais ouvrir une école de survie, je voulais ouvrir une école de vie sauvage, je voulais ouvrir une école qui enseigne aux gens à vivre avec la nature. Et donc je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, puis je me suis senti immensément frustré, tu vois, mais vraiment. Et puis du coup, pouvant pas partager tout ce que j'ai envie de partager, j'ai ouvert un forum internet. Je pensais que j'étais tout seul, tu vois, vraiment, je pensais que j'étais le seul au monde à être assez cinglé pour m'intéresser à ces trucs-là à cette époque. On a été 2, puis on était 4, puis on était 40, puis on était 400, puis là on est 4000, quoi, voire plus. Cette petite communauté-là, très très riche, ça a été vraiment le noyau dur et puis le début de ce qui a structuré après l'assaut de cette association. Les premiers moniteurs que j'ai formés étaient aussi des anciens du forum. Par frustration, puis par envie de transmettre frustré à cause de l'administration, j'ai tout donné. Chaque fois qu'on posait une question ou quand quelqu'un proposait un truc, j'échangeais, je donnais tout ce que j'avais, puis vraiment sans aucune retenue, tu vois, sans aucun secret, sans quoi que ce soit. Dans l'esprit vraiment open source, de logiciel libre, tu vois. C'est un autre truc qui me tient à cœur, ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup. Elle va garder le quartier toute la nuit. Viens ma belle, viens. Donc ouais, on a entendu
Ça devait être une petite bestiole parce que c'est vraiment pas beaucoup de bruit. Il y a un bruissement dans les feuilles au-dessus, je sais pas si t'as entendu. Et puis, du coup, elle garde quoi. Sous les hêtres, comme ça, il y a plein de feuilles de hêtres par terre. Du coup, ça fait un bruissement que moi je trouve très reposant. Mais bon, je crois que la chienne, ça l'énerve un peu dès qu'il y a un truc qui bouge. Elle entend et puis ça la stresse. Du coup, elle aboie, elle grogne. C'est bien, ma belle. Eh oui. Il nous a sauvés, c'est bon. Allez, va. Elle est... ouais, donc on est dans une forêt, là. On est en pleine nuit. Il n'y a absolument aucun bruit autour. Non seulement on est vachement loin des villes et tout, mais on est en plus dans un vallon assez encaissé, donc il n'y a juste rien du tout, il n'y a même pas une onde de téléphone qui passe et tout, c'est génial. J'adore ces petits endroits un peu coupés du monde, où on est encaissé, où on est enfin, ça me rappelle un peu chez moi, en fait. Le silence déjà. Que je trouvais quand je m'enfonçais dans la forêt, et puis aussi juste le fait de pas avoir le téléphone, tu vois, que personne puisse m'appeler pendant une nuit, j'adore. Allez, toutoune, file. Il n'y a plus rien à manger là. Eh oui. Tu vois, elle a peur, elle vient se coller sur moi. Il y a des trucs qui bougent. Et puis du coup, elle est pas trop rassurée. Toutoune. Voilà. Donc elle bat 40 kilos de haine tremblante de peur. Elle est trop mignonne. Elle est un peu comme moi en fait, elle fait peur, mais en fait à l'intérieur elle est toute petite, tu vois. Eh oui, ma belle. Ah, elle est cool. Comme je donnais tout, tu vois. Elle bat, c'est bon. Tout va bien, couche-toi. Voilà. La survie, c'est un domaine qui est tellement vaste que c'est pas possible de faire le tour. Il y a plein de domaines qui sont des univers finis. La survie, c'est un peu le point de convergence de toutes les sciences, en fait. La psychologie, on est pile dedans. La médecine, on est pile dedans. La métallurgie, on est pile dedans. La météorologie, on est encore dedans. Puis du coup, moi, étant par définition un généraliste, je me spécialise dans la non-spécialisation, si tu veux. Et le CETS, en fait, petit à petit, est devenu ça. Il est devenu vraiment un laboratoire de recherche in vivo de tout ce qui sert à survivre. On a fait une énorme recherche d'accidentologie pour essayer de déterminer la causalité comment les gens meurent dans la nature, quoi. Puis on a déterminé plein de points de convergence qu'on enseigne dans les stages. On enseigne aux gens comment éviter ces points de convergence-là, qui sont les manières qui vont tuer le plus fréquemment les gens, quoi. Puis tout ça, ça s'est fait de manière un peu itérative, en confrontant nos idées de manière ouverte, avec une démarche scientifique au final. C'est de l'épistémologie appliquée, quoi. C'est vraiment... si on peut pas prouver que c'est faux, c'est que c'est de la merde, quoi. Donc en gros, on a cherché à prouver que nos théories étaient fausses, avec le plus d'honnêteté possible, même si je crois pas à l'objectivité, mais je pense qu'on peut quand même essayer d'être honnête, quoi. Et puis après 10 ans, on arrive à un truc qui commence à peine à être un peu satisfaisant, à peine. Mais en gros, la survie, c'est vraiment devenu une mode, vraiment. C'est devenu un mouvement de fond dans la population, et puis ça se fait en parallèle de plein d'autres mouvements de réappropriation de compétences. Il y a des cours de tricot, il y a des cours de machin, des cours de bricolage, des cours de plein de trucs, plein de médecines alternatives qui se développent, puis les gens suivent des cours pour se soigner tout seuls, tu vois. Le nombre de copines, donc de femmes entre 30 et 40 ans, qui ont jeté leur mec, qui disent, plutôt que d'avoir un boulot à la maison, je préfère être toute seule et puis me débrouiller toute seule, est monumental. J'ai des dizaines de potes célibataires qui veulent juste pas qu'on les emmerde, qui veulent tout faire tout seuls. Pourquoi ? Parce que elles considèrent que le rapport coût-bénéfice d'avoir un boulot à la maison qui joue à la PlayStation et puis qui pète sur le canapé est pas rentable, quoi. Tu vois ? Donc voilà, c'est une réappropriation massive des gens sur leur vie, sur tous les aspects de leur existence. Puis la survie, c'est juste un des nombreux
faisceau de ce mouvement-là, quoi. Ceci dit, du coup, ça devient vraiment mainstream. Et puis il y a tout. T'as l'idéologie des embrasseurs d'arbres. Limite, moi je les ai surnommés les Khmers verts, tu vois. Qui sont vraiment des gens qui aimeraient bien pouvoir jouer aux Indiens dans les bois toute leur vie. Et puis chasser à l'arc. Et puis faire des cérémonies à chaque fois qu'ils abattent un gibier. Et puis etc. etc. Il y a tous ceux qui rêvaient de faire l'armée qui n'ont pas pu la faire. Et puis qui se retrouvent en gros à vouloir faire des stages commando, quoi. Il y a des dérives vachement à droite aussi. Faut être conscient de ces dérives-là. Je pense qu'il faut pas se voiler la face, ça existe. L'aguerrissement puis la survie, c'est deux choses différentes. Faut en être conscient, quoi. Enfin, nous, on est en train d'essayer de bosser là-dessus avec notamment les communautés résilientes. Enfin, notre but, c'est d'essayer de comprendre comment les groupes d'humains s'adaptent au changement. Parce que survivre, se bunkeriser tout seul avec ses caisses de munitions et puis ses réserves de bouffe, c'est bien beau. Mais ce que je craignais surtout dans les mouvements survivalistes, cette espèce de prophétie autoréalisatrice qui veut qu'en cas de crise, le voisin peut essayer de nous piquer toutes nos réserves et puis toutes nos ressources. Or, on sait, par l'étude de toutes les situations de catastrophe que les humains ont traversées depuis plusieurs dizaines, centaines d'années, on sait que ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui continuent à coopérer, justement. Par exemple, en cas d'un gros tremblement de terre, 85%, voire 90% des victimes qui sont secourues dans les premières minutes par les locaux qui tirent le voisin des décombres de sa baraque. C'est des moments d'horreur pure, mais c'est aussi des moments d'humanité à l'état pur, quoi. L'humanité dans ce qu'elle a de meilleur, et puis aussi un peu dans ce qu'elle a de pire. Subitement, le voisin qui faisait chier avec sa télé trop tard le soir, trop fort, devient un ami parce que on a un ennemi commun qui est la mort, quoi. Et puis d'un coup, il y a vraiment un sentiment d'appartenance très très fort et puis d'humanité très très forte, puis un plaisir profond à participer à ça et puis à être utile. Puis je pense vraiment que l'humanité est câblée pour ça. Je pense que vraiment si, comme là, tu vois, on a du feu, et puis on a tendance à regarder le feu et puis à bloquer dessus parce qu'on trouve ça joli, ça nous hypnotise un peu. Je pense que ceux qui n'ont pas fait ça sont partis dans la nuit et puis sont morts de froid, et puis les autres se sont reproduits et puis c'est nos ancêtres, d'accord. Puis je pense que les gens qui se sont entraidés, puis qui ont trouvé du plaisir et puis une motivation qui est jaillie d'on sait pas où de s'entraider, ont survécu collectivement et puis se sont reproduits, et puis c'est nos ancêtres. Et donc oui, on est câblé pour ça, vraiment. Quand on est tout seul longtemps, quand on est tout seul dans les bois longtemps, un des trucs, la solitude en fait, elle pèse assez vite parce que il y a personne qui nous voit. On n'existe plus dans le regard d'autrui du tout. On est tout seul. Très vite, après 24-48 heures, on se dit mais à quoi bon? Pourquoi je suis là? À quoi ça arrive? Et puis après une semaine, on a vraiment des gros coups de blues parce que on s'accroche au fait d'exister. On flippe en fait de ne plus exister. Parce que le regard d'autrui constitue une preuve de notre existence. Puis bon, on est des animaux sociaux, on a besoin d'interaction. Mais on a besoin d'interaction pour ça, pour exister. Et en ville, les gens, plus les gens ont des rapports d'objet à objet entre eux, plus ils se sentent seuls de fait. Parce que ce qui nous fait du bien, c'est d'être vu comme un sujet, comme quelqu'un de sensible, qui est digne d'intérêt, qui est digne d'attention, d'amour et tout. Le fait de ne pas l'avoir dans les grandes villes assez impersonnelles, le fait de ne pas sentir cette existence-là dans le regard des autres, moi ça me fait ressentir un peu la même chose que si j'étais seul en fait. Pour moi c'est une preuve de mauvaise santé mentale collective, de voir que les gens ont besoin d'en faire des caisses
et des caisses pour être remarqué. Vraiment. Du coup, enfin, ça me rend un peu triste. De voir ces gens qui se sentent seuls, en fait. À chaque fois que j'arrive à Paris, ou dans n'importe quelle grande ville d'ailleurs, le truc qui me choque, qui me heurte en premier, c'est de voir tout ce monde-là qui est tout seul, mais ensemble. Il y a 6 millions de solitudes qui se côtoient. Et puis ces flags à la gare, il y a tout le monde qui bouge vite, qui trace comme une fourmilière, mais personne ne se regarde. Enfin, la première propriété d'un système, sa première fonction, c'est de survivre. C'est de maintenir sa forme, c'est de maintenir son existence. De fait, toute forme de peur, pour nous, est liée au fait de ne plus exister. On peut exister de plein de manières. On peut exister dans le regard d'autrui, notamment. Mais il y a aussi notre intégrité physique, notre santé, notre statut social, notre manière de nous projeter dans de l'agressivité. Elles servent toujours à défendre notre existence. En fait. Je dis toujours que j'ai jamais autant bossé mon ego qu'en faisant de la self-défense. Beaucoup plus qu'en faisant de la méditation, du karaté do et machin. C'est le côté jutsu, le côté technique qui m'a fait bosser vraiment mon ego. Le côté purement tactique, de s'excuser d'être une grosse merde parce que oui monsieur, j'ai pris votre place de parking, tu vas faire des scénarios comme ça à l'entraînement de self-défense. Ça m'a appris à accepter des insultes, ça m'a appris à dire oui pardon, et puis à baisser le nez et puis à m'en aller. Chose que j'aurais jamais fait autrement. Puis par la pratique, je me suis mis à me questionner pourquoi. Dans la vraie vie, je le faisais pas. Qu'est-ce qui m'empêchait de le faire? Et puis de fait, ça a entamé un vrai travail sur mon ego, tu vois, sur l'espèce d'orgueil de mal à la con qui fait que c'est ma place de parking où je vais passer le premier au feu rouge. C'est le concret qui permet ça. Tous les trucs philosophiques éthérés, machin, c'est super, mais ça remplace pas le travail concret. Je me rappelle que j'avais peur au début. La première nuit, tout seul, je me rappelle que j'ai pas du tout dormi, quoi. J'avais trop les jetons, j'avais peur de tous les bruits et tout. Je sais pas exactement quel âge j'avais, mais j'étais tout gamin, quoi. Moins de 12 ans, ça c'est sûr, j'irais plutôt 8-10. Je me rappelle que quand le jour a commencé à se lever, j'ai vu en fait la nuit c'est un dégradé du jour vers un truc très très sombre. Puis après on atteint un espèce de point le plus sombre et puis après la nuit devient de plus en plus claire jusqu'à refaire un jour, quoi. Puis je me rappelle vraiment clairement de cet instant-là où j'ai vu que la nuit devenait un peu moins noire et puis que je me suis dit ouais, en fait le jour va quand même se lever demain matin, même si j'ai vraiment les jetons, ça va arriver, quoi. Et puis cet espoir que le soleil allait revenir et puis me libérer de ma frayeur, quoi. C'est dingue comme notre imagination dans ces moments-là, elle peut se mettre en branle et puis nous faire vivre des pires cauchemars et puis toutes nos pires peurs elles ressortent et tout. On se retrouve à flipper et puis à s'imaginer dévoré par les ours, les loups, les coyotes, même les écureuils garous, tu vois. C'est dingue. Et puis ouais, c'est en fait notre cerveau il fait pas du tout la différence entre ce qu'on imagine puis ce qui se passe réellement, quoi. Donc on peut vraiment se fabriquer un enfer si on veut, quoi. Puis on peut aussi complètement planer puis se fabriquer un petit paradis artificiel si on veut. Et puis je me rappelle que les fois après, au lieu de flipper que les ours me mangent, je me suis mis à m'imaginer que les ours me gardaient autour de ma tente, qu'ils étaient mes gardes du corps perso, tu vois. Puis bon, c'était pas plus vrai que le fait qu'ils allaient me dévorer, mais ça me rassurait vachement plus, tu vois. Puis sachant que les deux versions de l'histoire étaient aussi fausses l'une que l'autre, j'ai choisi celle qui me rassurait. Et puis j'ai bien dormi. Voilà. Toute première c'était sous tente, puis après vite fait la tente ça m'a saoulé parce que je pouvais pas voir les bruits que j'entendais, je pouvais pas identifier, je pouvais pas regarder dehors, je pouvais pas allumer la lampe de poche pour voir si c'était un ours ou un écureuil qui bougeait dans les feuilles, et puis aussi parce que ça me coupait de
des odeurs, de certains bruits, du vent, de machin. J'ai vachement envie de retrouver, pris goût à dormir plutôt sous un truc ouvert, quoi, qui me protège de la pluie, mais qui me permette de voir et puis de sentir le courant d'air. Et puis à chaque fois que j'enlevais une barrière, il y avait de nouveau la peur qui refaisait surface. Tu vois, cette espèce de... Au début, c'était juste la peur des bestioles, des petites peurs à la con, la peur des araignées, la peur des fourmis, la peur des guêpes, la peur des moustiques aussi, parce que là-bas, en été, on en a bien. Bon gros maringouin, tu vois. Mais ouais, c'était... À chaque fois que j'ai enlevé une couche, je reprenais contact avec des peurs différentes, qui étaient la peur d'être mouillé, ou la peur de me faire marcher dessus par un orignal, tu vois. Et puis au final, on se rend compte que toutes ces peurs-là, c'est des constructions comme les autres, et puis que les orignaux, ils voient vachement bien la nuit quand ils marchent, ou sinon, c'est qu'ils voient pas mieux que toi, et puis ils bougent pas, quoi. Tu vois. On se construit plein de peurs, et puis du coup, c'est intéressant de s'y confronter, et puis j'irais pas trouver la limite, parce que quand on la trouve, on meurt, quoi, mais s'en approcher un peu pour se rendre compte, en fait, qu'il reste un peu de la marge, et puis qu'on peut profiter de la vie sans flipper tout le temps, quoi. La nature en elle-même, elle est pas hostile, c'est pas un milieu hostile, quoi. J'enseigne pas la survie en milieu hostile, j'enseigne à vivre avec la nature. Pas contre, pas dedans, tu vois. Avec. Plus j'ai poussé l'expérience, plus je me suis retrouvé à enlever des barrières, quoi. Puis à dormir à un moment donné, juste rouler en boule, comme mon chien, sur un tas de feuilles, sans feu au milieu de la nuit, avec rien du tout, quoi. Rayonnement, évaporation, conduction, convection. Les deux gros problèmes de cette pluie, ça va être rayonnement et conduction. D'accord ? Ou évaporation si vous vous faites mouiller par la pluie, mais normalement vous n'êtes pas con, ça ne devrait pas se produire. Vous pouvez décider de rouler en boule dans un brin d'herbe, là, autour d'un brin d'herbe, et puis d'attendre que ça passe. Vous pouvez décider de vous faire une super paillasse, un super abri contre le vent, un super tout ça, et puis peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Là, je vous fous le doute. Parce que j'aime bien quand vous doutez, vous êtes le plus intelligent quand vous doutez. Par contre, il va falloir, si vous décidez de faire un abri, il va falloir penser au rec. Rayonnement. Tant que vous n'avez pas de feu, vous ne pourrez pas en profiter. Mais si vous avez une couverture de survie ou un copain qui rayonne, ça peut être pas mal. J'ai d'ailleurs découvert que l'homophobie est inversement proportionnelle à l'hypothermie. Donc plus vous allez avoir froid, plus vous allez vous rapprocher de votre binôme. Et c'est normal, il faut bien le vivre, c'est pas un problème du tout. Ok ? On s'est vachement longtemps trop soucié du confort, du petit j'ai des Nike ou j'ai des telles baskets qui ont 6 mois, ça fait un peu tâche, faudrait que j'en ai des neuves, machin, faudrait que je change de voiture. C'est pas utile pour vivre, quoi. Et puis de revenir un peu en bas de la pyramide de Maslow, là, et puis de repenser aux légumes, à l'approvisionnement en énergie, en eau. Revenir en bas, quoi. Revenir au concret, aux trucs qui nous maintiennent en vie. L'autre fois, dans un parking de supermarché, j'ai vu des courges. Dans le parterre, là, sous les tuyas à la con, là, ils ont arraché 2-3 tuyas, ils ont mis un plant de courges, quoi. Mais je me suis arrêté, j'ai touché la terre, j'ai vu que c'était un peu sec, j'ai pris ma gourde dans mon sac à dos, j'ai arrosé la courge, tu vois. Parce que je voulais qu'elle vive, cette courge, parce que c'est le symbole de la vie qui reprend ses droits au milieu du tissu urbain. Le mec, il a été assez cinglé pour aller planter une courge au milieu d'un parking de supermarché, mais je dis bravo, tu vois.
Ce mec-là, c'est mon pote, je le connais pas, mais c'est mon pote, tu vois. Ou la meuf, j'en sais rien, mais bref. Et puis c'est un truc que les gens qui viennent en stage chez moi recherchent beaucoup. C'est de retrouver des fondamentaux, en fait. De pouvoir avoir des outils pour trier qu'est-ce qui est utile vraiment pour survivre, et puis ce qui est de l'ordre du confort, de l'artifice, du pas utile. De trier entre nos besoins et puis nos envies, quoi. C'est une chance, mais il faut faire gaffe à ce que ça devienne pas un handicap quand ça. Puis ça, c'est un peu le mal de notre société, c'est qu'on inverse un peu les priorités à plein de niveaux, et puis on oublie les fondamentaux, quoi. Puis les fondamentaux, c'est con, mais c'est la sécurité, c'est d'être sûr d'avoir assez à bouffer, d'être sûr d'avoir de la bonne eau, de pouvoir se soigner, de pouvoir, tu vois. Puis paradoxalement, on se désensibilise de plein de trucs, mais on devient vraiment sensible, hypersensible à d'autres choses. Par exemple, la douleur, quoi. Maintenant, les gens se font tatouer et puis ils ont des crèmes anesthésiantes pour pas avoir mal, tu vois. C'est un truc, ça me rend dingue. Pour moi, un tatouage, ça doit faire mal, ça fait partie du rituel, tu vois. Si t'as pas mal, c'est que c'est pas un vrai, tu vois. Et puis, pour plein de choses comme ça, les gens, ils veulent pas avoir mal, ils veulent pas sentir la douleur, ils veulent nier les symptômes. Ils veulent pas avoir peur. Ou alors ils veulent avoir peur, ils veulent avoir des sensations pour pouvoir raconter aux potes qu'ils ont eu peur, tu vois. Mais pas vraiment prendre de risques. Les gens, ils font la guerre sur un écran avec une manette dans les mains, tu vois. On voit des milliers de personnes mourir à la télé. On veut même pas savoir que le chat est mort, quoi. Le chat, il est pas mort, tu comprends, il est parti. Tu vois. Il est parti où, maman, tu vois. Il est parti, c'est comme ça. Je t'expliquerai quand tu seras là. Toutes ces choses-là qui sont un peu trop concrètes, en fait, on essaie de les nier. Tout ce qui nous déplaît, on essaie que ça n'existe pas. Et on pense que la mort, c'est l'échec de la médecine. On pense que on nous fait croire qu'on est immortel et puis qu'on sera beau toute notre vie, jusqu'à 82 ans. On aura des nichons comme ça, tu vois. C'est pas vrai, quoi. Et puis, moi, je trouve ça beau, des rides, tu vois. Je trouve ça beau, des vieux. Je trouve ça beau, des mecs qui ont travaillé toute leur vie à manier une pioche et puis qui ont du mal à saisir un verre, tu vois, tellement elles sont devenues dures. Je trouve ça un peu triste, mais je trouve ça un peu beau aussi parce que c'est la réalité, en fait. La réalité, elle est périssable, quoi. Puis ça, on veut pas le savoir, tu vois. On veut que ce soit éternel. Combien de personnes tu connais ont déjà tué un animal pour le manger? Que dalle, personne, quoi. En ville, enfin, sauf les gens qui vivent à la campagne qui le font encore, mais les gens qui vivent en ville, ils le font plus, ça. Puis la douleur liée à la mort, on veut pas la connaître. Maintenant, on meurt, on est anesthésié de la tête aux pieds, et puis... Enfin, ouais. Donc, on se désensibilise les sens, puis on devient super ultra sensible à tous ces trucs qu'on veut pas voir. La misère, la mort, la douleur, tout ça, la maladie, l'incertitude. Tu vois, l'incertitude. On veut être sûr. Puis dans le boulot que je fais, je suis souvent confronté à ça. Aux gens qui veulent des réponses sûres. Et puis, ça les fait chier, mais je leur dis toujours, je cite Clint Eastwood, si tu veux des garanties, achète un grille-pain. C'est vraiment ça, tu vois. Donc voilà. Puis l'incertitude inhérente à ça, c'est un truc que les gens aiment pas du tout, parce que on vit dans un monde où il y a toujours un responsable. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à blâmer, il faut toujours qu'on puisse désigner un coupable pour le punir, comme ça tout va bien, tu vois. Mais ça fonctionne pas. Mais bon, c'est pas grave, tout le monde s'en fout, vu qu'on a puni un mec, c'est bon, tu vois. Ça va aller. C'est grave. C'est vraiment c'est triste parce que c'est une stratégie qui fonctionne pas, quoi. Mais on s'entête dedans. Et vu que le plan B c'est le plan A mais plus fort, tu vois. On continue, quoi.
quand on est en forêt depuis longtemps, quand on est seul depuis longtemps, il y a un truc qui arrive pour moi, c'est de la peur. Vraiment de la peur. Des films catastrophes, genre s'il m'arrive quelque chose, personne ne saura. Genre si je me pète une jambe, personne ne va pouvoir venir m'aider. Puis c'est en fait tout ce qui me raccroche à la société en termes d'utilité, en termes d'être, en termes de lien, ressort sous forme de scénario catastrophe. Comme si mon cerveau m'envoyait des signaux, genre oh faut que tu reviennes dans le monde. Ça continue tant que j'ai pas accepté de mourir. Tu vois, tant que j'ai pas accepté le scénario catastrophe ultime, je dis ouais, admettons, je me pète une guibole, j'ai une fracture ouverte, je me traîne pendant des semaines, je meurs d'une septicémie, genre de scénario comme ça. C'est le genre de scénario qui vient, c'est vraiment trash. Mais il faut aller jusqu'au bout, je pense, pour se libérer de ça. Ouais, faut vraiment accepter la mort. C'est chaud dans la bouche d'un instructeur de survie qui passe sa vie à se battre contre. Mais je pense que si tu n'acceptes pas la mort, tu as une perte de liberté conséquente. La vraie liberté, c'est de savoir mourir en fait. Je crois que c'est un chevreuil. Apparemment, elle l'a entendu aussi. Il est venu se poster devant nous avec les oreilles dressées là. Enfin, je vois pas ses oreilles, mais je sens qu'elle se dresse ses oreilles. Alors là, ouais, on s'est juste éloigné un peu du feu là. Pour se rendre compte à quel point notre habitude de vivre à côté du feu nous rend aveugles à tout ce qu'il y a autour. En réalité, la nuit, on a l'impression que c'est vachement noir parce que le feu nous aveugle. Mais concrètement, sauf nuit sans lune, couvert, etc., c'est très très rare qu'il n'y ait pas du tout de lumière. Puis donc la nuit, en fait, c'est vachement relatif. C'est juste une manière de voir différente. On va être vachement attentif au bruit parce subitement on se retrouve un peu dans la position d'une proie qui voit pas grand chose autour d'elle. Puis de manière archaïque, on se retrouve de nouveau à flipper de se faire bouffer, tu vois. Donc on tend l'oreille comme un chevreuil et tout, et puis c'est vachement intéressant. Et puis on détaille les sons, on amplifie les sons, avec un petit écureuil qui marche, on a l'impression que c'est carrément Godzilla qui débarque, tu vois. Donc c'est génial. Puis là, si tu regardes, on voit le feu, hein, là, le feu vient de reprendre un peu plus là-bas. Tu vois la lumière que ça fait en fait, c'est énorme. Donc voilà, on pourrait se balader, on pourrait faire quelques pas si tu veux, dans le noir. Mais juste à d'essayer de sentir avec nos pieds où est-ce qu'on va. Ouais, elle y va carrément en cavale, parce qu'il va super bien. On voit encore le feu là-bas en dessous. Tu vois toute la lumière que ça fait en fait, c'est dingue quoi. C'est la différence entre les sauvages et les apprivoisés, tu vois. Les sauvages ils se baladent dans la nuit, ils regardent le feu de loin, ils se disent c'est bizarre ce truc. C'est ouais, j'aime bien la nuit, mais la vraie nuit, tu vois. Pas de lumière du tout. Des fois, la vraie nuit, ça veut dire bon, je vois plus rien du tout, je peux plus bouger, je m'arrête, quoi. La chienne, Fidèle à elle-même, elle fout le bordel. Elle y voit super bien les animaux. Enfin, beaucoup d'animaux ont une vision nocturne vraiment supérieure à la nôtre. Sauf que quand il n'y a plus de lumière, il n'y en a vraiment plus, puis c'est vrai pour tout le monde, quoi.
Ouais, ça me manque. Ça me manque vraiment enfin, déjà les grands espaces. Les grands espaces où il y a moyen d'être vraiment paumé à 200, 300, 400 km d'un village, quoi. Ça me plaît bien. Pas parce que j'aime pas les gens, mais j'aime bien être loin. Je me retrouve à vraiment, après quelques jours, à vivre un peu comme une bestiole, tu vois, à me vautrer par terre, à être un peu sale, et puis à m'en foutre, tu vois, à boire l'eau directement dans le ruisseau, à quatre pattes. J'aime bien partir 4, 5, 6 jours. Généralement, il me faut 2 jours pour arrêter de penser à tous mes soucis. Après, ouais, après 2 jours, je suis vraiment dedans, quoi. Et puis, je me mets à marcher plus doucement, je fais moins de bruit quand je me déplace. J'ai moins faim, mon corps se réadapte vraiment, quoi. Puis ouais, j'adore sentir justement cette réadaptation-là, et puis encore d'amenuiser la frontière que je mets entre moi et puis la nature, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, des fois ça m'a fait peur de me rendre compte à quel point j'avais pas envie de rentrer, tu vois. Céline. On survit avec David Manise. Un documentaire de Tony Ayer, musique Tony Ayer, réalisation Gilles Mardi-Rossian, mixage Jean-Michel Coqui. Merci à David Manise pour sa confiance, ainsi qu'au Créadoc d'Angoulême. Coordination Irène Omelialenko, Christine Bernard, Alison Sinard.